Bonsoir à tous. J'ai le grand plaisir de faire une rencontre avec David Lelay et Negar Djawadi, qui tous les deux, vous allez voir, ont parfois des points communs dans leurs livres. On va voir ça ensemble. Alors, Negar Djawadi, Désoriental, qui a été un beau succès. Vous allez nous en parler parce que ce livre est un petit peu particulier. Comment le décrire? C'est pas une biographie, c'est pas un roman complet. Disons que c'est une biofiction où vous nous racontez l'histoire d'une famille iranienne, les Sadr, à travers Kimia, qui elle est arrivée donc en France à 10 ans, que l'on rencontre dans des circonstances un peu particulières, dans une salle d'attente d'hôpital, vous allez nous dire pourquoi, et qui, c'est un moment spécial de sa vie, donc elle fait un peu le point, c'est-à-dire que c'est le moment où elle attend, et elle se rappelle d'où elle vient et comment tout s'est passé. Donc parlez-nous un petit peu de Kimia et de ce mot de désoriental. Bonjour. Alors oui, Kimia est dans un moment particulier de sa vie puisqu'elle est dans une salle d'attente d'hôpital, à l'hôpital Cochin, où elle attend pour faire... elle est à la dernière étape d'une insémination artificielle. Donc ça prend un temps fou. Et l'attente est très propice à l'imaginaire, à se souvenir, à faire le point aussi. Et puis donc à partir de ce moment-là, elle part en arrière et elle raconte l'histoire de sa famille, des Sadr. Ça commence avec l'ancêtre qui s'appelle Montazem Olmolk et qui vit dans les montagnes du nord de l'Iran au début du XXe siècle et qui a un harem avec 52 femmes et autant d'enfants, jusqu'à ses parents qui sont opposants politiques au régime du Shah puis à celui de Khomeini, ce qui justifie sa présence en France parce qu'elle a quitté l'Iran clandestinement et elle est arrivée en France avec sa famille au début des années 80. Et puis après, la suite, le livre est en deux parties, donc il y a une face A qui est plus concentrée autour de l'Iran et de l'Iran des années 70, donc de l'Iran d'avant les mollahs, jusqu'à la Révolution. Et la deuxième partie, c'est plus la France de l'exil et de comment cette famille finit par s'installer ici et essayer de trouver sa place. Alors justement, David Lelay, trouver sa place. Vous avez écrit une biographie qui a un titre franchement, qui nous interpelle tous. Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri. Alors c'est vrai que ça surprend. C'est pas une biographie. C'est pas une biographie, non. Mais c'est pareil, c'est une biofiction. Oui. Voilà, c'est vrai que quand on vous voit comme ça avec la barbe, on se dit que Nana Mouskouri, c'est plutôt le carré. Donc la greffe a pas pris. La greffe a pris différemment, en tout cas. C'est aussi une histoire, je dirais, ce lien justement, c'est peut-être je vais jusqu'au bout de ce que je rêve de faire. Kimia, c'est cette insémination et c'est cette façon de vivre déracinée. Le petit Milou, c'est l'envie d'assumer ce qu'il a envie d'être profondément. C'est ça aussi que vous avez en lien, vos deux héros et héroïnes. Oui, en fait, Milou, qui est un personnage effectivement proche de ce que j'ai pu être. Effectivement, on est dans l'autofiction. C'est un personnage qui est lunaire, c'est un personnage qui est un petit gamin qui a un rêve fou, qui est être cette chanteuse qui le fait tellement rêver. Il la découvre un jour sur son petit écran, un samedi soir, et il la voit à la télé. Il l'entend d'abord chanter. Cette voix est une espèce d'uppercut comme ça dans le cœur, et quand il la voit, il la trouve belle, magique, et il dit mais moi c'est ça que je veux être. Donc évidemment c'est totalement irrationnel, c'est avec cet appétit et cette gourmandise de l'enfance, mais c'est en fait un livre que j'ai voulu faire sur les rêves d'enfance. Qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on est adulte? Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves d'enfance? Où on les a mis? Est-ce qu'on les a mis dans sa poche? Est-ce qu'on les a suivis? Est-ce qu'on a remonté le chemin de nos rêves? Et est-ce que finalement on les a rencontrés? Donc Nana Mouskouri, finalement, c'est un alibi pour raconter ce rêve. Mais je vois très bien effectivement le rapprochement et même l'exil finalement. Le petit personnage de Milou, il est un peu en exil par rapport à la réalité, parce qu'il est toujours
en fuite du monde qui l'entoure et il ne comprend pas exactement quelle galaxie il habite et il cherche à se créer un monde qui n'appartiendra qu'à lui. Justement, il y a aussi, pour vous deux, la place dans la famille, la place être soi dans une famille quand on n'a pas forcément la ligne directrice de la famille ou des amis ou de la société dans laquelle on est. Kimia, c'est pareil, quelque part c'est une rebelle, c'est-à-dire qu'elle ne fera pas ce que les autres ont fait parce qu'elle n'est pas dans le même pays. Donc ça joue aussi, c'est plus la même culture. Elle n'est pas partie au même âge, en fait, que les autres, donc elle est plus jeune. Voilà, et en même temps, c'est aussi son état d'esprit. Elle veut être ce qu'elle est, et ça, c'est pas facile. Non, d'une part, il y a, en ce qui concerne la famille, il y a toujours la place qu'on occupe au sein d'une fratrie, et même par rapport aux parents, comment ils nous ont eus, quel était le rêve d'une fille ou d'un garçon. En l'occurrence, en ce qui concerne Kimia, le père rêvait d'un garçon, la mère rêvait d'une fille. Donc, c'est difficile. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc, dès le départ, il y a cette espèce de malentendu sur le sexe, sur le genre de l'enfant. Parce que le père l'élève comme un garçon, la mère l'élève comme une fille. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle va choisir, elle, dans un pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Iran. Dans un pays du Moyen-Orient, on est indéniablement plus libre en étant un garçon. Il y a aussi ça. Donc, avant même de penser à son genre ou à sa sexualité, être un garçon, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, parce qu'on peut faire plein de choses. Donc, elle se voit plus de ce côté-là, et en plus, le père lui donne la possibilité de l'être. Et puis après, elle est beaucoup plus jeune que ses sœurs. Donc, il y a aussi cette différence. Elles deux se ressemblent, elle est un peu à part. Et elle fait avec tout ça, et tout ça crée des malentendus qui se rajoutent surtout dans cette culture très conservatrice, au milieu d'une révolution. On ne fait pas non plus attention beaucoup aux enfants parce que voilà, on est en train de vivre autre chose. Donc, absolument. Il y a quelque chose qui fait qu'elle se rebelle, elle est presque destinée à se rebeller dès le départ. Et il y a cette facilité presque pour elle lorsqu'il y a l'exil. C'est presque une chance, si j'ose dire, pour elle. C'est-à-dire que d'un seul coup, la culture dans laquelle elle se trouve plongée lorsqu'elle a 10 ans va peut-être lui permettre plus de choses que si elle était restée en Iran. Est-ce qu'à un moment donné, on se pose la question, on se dit, mais en lisant ce livre, on se dit, mais finalement, son exil à elle, alors qu'il est lourd pour les parents et très douloureux et très difficile, pour elle, c'est peut-être une chance. Absolument, parce qu'on a toujours cet habit... Enfin, et c'est normal, et d'ailleurs l'exil c'est douloureux, c'est jamais évident de partir de chez soi, on parle assez des migrants comme ça, mais il y a quand même des côtés lumineux à l'exil. Et en ce qui concerne Kimia, il y a ça en effet, qu'elle savait de toute façon pertinemment que vu ce qu'elle était, elle devait partir de ce pays, de l'Iran. Ça ne serait pas un exil, c'est-à-dire avec l'impossibilité d'y revenir, mais ça serait quand même un départ. Étant donné ce qu'elle est, une sorte de garçon manqué enfant, de lesbienne plus grande, elle ne pouvait pas vivre dans ce pays. Donc finalement, les choses sont remises à leur place concernant l'exil. Elle, c'était son chemin. Donc du coup, elle ne choisit pas l'exil, mais l'errance, puisqu'elle fait le tour de l'Europe. Voilà. Ouais. Alors Milou, lui, il est aussi, vous le disiez, en exil en fait, de la société un petit peu. En revanche, sa place dans la famille, il a cette chance, lui, qu'effectivement la famille, ses parents se disent que cet enfant, c'est d'abord leur enfant et il fera ce qu'il voudra faire. Mais oui. Le poids des traditions, c'est la société et c'est le regard des autres. Et à l'école en particulier. Oui. L'école est un moment terrible pour lui. S'il pouvait s'en échapper parce que c'est vraiment douloureux. Mais à la fois, il est effectivement, comme il est différent des autres gamins, dans la cour de récréation, il est moqué. Et à la fois, il est aussi un peu un meneur. Parce qu'il met l'ambiance, il fait rire, etc. Mais il y a cette ambivalence. Après, au niveau familial, il a des repères qui sont très forts, qui vont être les grands-mères surtout. Oui. Et notamment l'une de ces deux grands-mères. Oui. Et il a un rapport à ces deux vieilles dames, et notamment à l'une qui va l'élever, qui va être véritablement un socle pour lui. Il a des parents très jeunes, donc c'est comme s'il y avait eu un saut de génération un petit peu. C'est peut-être pas par hasard s'il tombe amoureux de cette chanteuse qui a 40 ans de plus que lui. Oui, voilà, c'est ça. Alors vous parliez des rêves aussi, parce qu'il va jusqu'au bout de ses rêves, Milou, et il la rencontre, Nana Mouskouri. Et il se passe quelque chose de formidable, que effectivement, c'est ça le message.
on peut y croire en fait. Allons-y, fonçons. Et puis si ça marche, eh ben, tant mieux. Si ça marche pas, on aura bien rêvé, ça aurait été beau. Et si ça marche, alors là, là ça marche. Ben oui, parce que ce gamin à l'école, il est obnubilé par cette chanteuse, il se déguise même en cette chanteuse, il chante les chansons de cette chanteuse, il poursuit cette chanteuse dès qu'il peut, il quitte sa province, il monte à Paris pour essayer de l'apercevoir. Et finalement, c'est bien plus tard, à l'âge adulte, qu'il va se rendre compte que tous ses choix ont été déterminés par cette chanteuse. Il a choisi sa profession pour approcher le plus près possible sa chanteuse. Et finalement, oui, cette chanteuse va ouvrir tous ces chemins d'hommes. Et quand il va la rencontrer, il y a une véritable histoire qui naît entre eux. Et qui est une vérité, puisque c'est mon histoire. Donc c'est vraiment une rencontre et une intimité qui va se créer comme ça très, très forte. Ouais. Alors Kimia, elle aussi, elle rêve, elle a des rêves. Elle aussi, elle va jusqu'au bout. Elle est déracinée et en même temps, elle se recrée. Elle reprend racine toute seule presque. C'est-à-dire qu'elle a une force de vie, un peu comme Milou, c'est-à-dire ce besoin de se dire, eh bien, j'existe et je vais vivre ma vie et je vais m'élever moi avec mes propres racines. Oui. D'autant que quand ils arrivent en France, les parents sont... J'allais dire des missionnaires, mais c'est pas vraiment le mot, puisque voilà, ils doivent faire le deuil d'un pays, des combats perdus, etc. Donc ils sont pas présents. Donc elle est toute seule face à elle-même. Et elle n'a pas non plus envie d'avoir des parents, parce que pendant toute cette période de révolution, elle n'en a pas eu. Donc avoir à nouveau sur le dos des parents qui vous posent des questions sur tes devoirs et tout ça, elle peut pas. Donc elle commence en effet à se créer des racines, mais l'étape la définitive, c'est l'enfant. En fait, c'est que poser ses bagages à un moment donné, ici ou là, c'est bien, mais on peut toujours les reprendre et partir ailleurs, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Mais si on veut vraiment s'installer quelque part, il faut l'enfant, quoi. C'est lui qui fait racine, presque, étrangement. Ouais. Voilà. Vous avez écrit un roman précédent, David Lelay, qui s'appelle D'entre les pierres, qui, à mon avis aussi, est quelque chose, c'est un lien, c'est-à-dire que c'est une maison qui, à Buenos Aires, nous raconte sa vie. C'est-à-dire que c'est les murs qui parlent. Et cette maison, elle voit passer effectivement, pareil, ce déracinement. C'est-à-dire qu'elle voit pendant toute cette époque de l'Argentine, y compris la dictature, dans des moments très difficiles, des gens qui, politiquement ou économiquement, sont déracinés, exactement comme Kimia. Et une maison, ce sont des racines. C'est important. Et on se rend compte que quitter une maison quand on en a une, c'est extrêmement difficile et ça arrache le cœur. Bien sûr. Bien sûr, j'ai construit cette héroïne qu'est la maison comme effectivement un cœur battant, vraiment. Et j'ai pas choisi l'Argentine par hasard. C'est que l'Argentine, c'est vraiment le pays de l'exil et le pays de l'immigration par excellence. Et j'ai voulu que cette maison naisse en même temps que Buenos Aires, finalement. La ville naît en 1510 et j'ai imaginé que ma maison naissait sur les fondations d'une maison qui avait été construite au moment de la création de la ville. Donc en fait, cette maison, elle arrive avec les premiers immigrants. Et effectivement, elle va voir les différentes populations arriver, les Italiens, les Européens de l'Est et les Espagnols, qui vont vraiment créer Buenos Aires. Et c'est vrai que j'ai une fascination pour cette ville. Et j'ai ressenti, en allant à Buenos Aires, la force de cette immigration et la force des douleurs de l'exil. Parce que vraiment, on sent les substrats identitaires. On sent encore la culture italienne, on sent la culture juive, on sent les cultures d'Europe de l'Est. Parce que ces gens sont arrivés avec leurs recettes de cuisine, leurs chansons, leur langue même. Parce que la langue, il y a une langue la langue de Buenos Aires qu'on appelle le lunfardo, qui est plus compliqué que l'espagnol, qui est un mélange de mots qui sont arrivés de partout. Et ça, c'est vrai que l'exil m'a toujours fasciné. Imaginez ces gens qui sont partis du fin fond de l'Italie ou du Pays Basque, etc., qui sont partis avec une valise.
sans rien dedans, en laissant leurs amis, leurs familles, qui sont partis dans un pays dont ils ne savaient même pas à quoi il allait ressembler. Ils ne parlaient pas la langue pour la plupart. Et ils sont partis créer un monde. L'Argentine, c'est vrai que quand on crée l'Argentine, l'Argentine vraiment, République argentine, le devient qu'au 19e siècle, mais quand le vice-royaume des Indes est créé au XVIe siècle, il n'y a rien, il y a des marécages. Ouais. Et ces gens vont arriver. Il y a 60 personnes qui sont arrivées sur un bateau pour créer ce qui allait devenir l'Argentine. C'est quand même extraordinaire. Ouais, et quand on voit aujourd'hui, quand on arrive à Buenos Aires, qu'on sort de l'aéroport et qu'on voit cette espèce de mégapole où, je ne sais pas, ils sont 18 millions, et c'est rien, il s'est passé 4 siècles. 4 siècles, c'est rien à l'échelle du monde. Et je me dis comment ils ont fait surgir ça de terre. Et ça m'avait fasciné. C'est comme ça que l'idée du livre était venue. Donc voilà, si vous avez en commun cette façon de vivre l'exil, d'en parler, je pense qu'effectivement en ce moment, on parle beaucoup des réfugiés, des gens qui partent en exil. Et ces romans nous permettent de toucher ce qu'est la sensibilité, la douleur, la chance peut-être, selon la chance où on tombe et comment ça se passe. Et c'est un écho très particulier. Donc je vous conseille vivement à la fois d'aller à la découverte de Nana Mouskouri aussi, en tout cas de Petit Milou, et puis de Kimia, la désorientale, pas si désorientée que ça. Voilà. Merci. Bonne lecture. Merci. Bon, merci de cette rencontre.